Sadhguru, nous avons entendu beaucoup d'histoires de personnes qui entrent dans un état de méditation profonde et qui se passent des besoins humains de base, comme boire et manger pendant des mois d'affilée. Mais la science dit qu'une personne peut mourir s'il ne boit pas d'eau pendant 10 jours. Donc pouvez-vous nous expliquer comment un tel état métabolique peut être atteint? Pour cela, vous allez devoir courber votre mental un peu, parce que ce n'est pas comme ça dans vos livres scolaires. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message du centre de yoga. Il y a quelque chose qui s'appelle Dhyanalinga. Cela arrive très souvent, mais là c'est arrivé à un ressortissant étranger, donc le message m'est parvenu, un peu soucieux. Donc cette personne est allée s'asseoir au Dhyanalinga à 7 heures du matin, parce que tout le monde n'a droit qu'à un créneau de 15 minutes pour s'y asseoir, en raison du nombre de... Elle s'est assise là à 7 heures du matin, elle n'a pas bougé avant 15 heures. Ça fait combien d'heures? 3 plus 8 heures. Elle est restée assise sans bouger. Elle n'a pas réalisé qu'elle était assise aussi longtemps. Elle pensait qu'elle allait s'asseoir pour 15 minutes. Donc, ils m'ont envoyé un message, « Sadhguru, elle n'a pas bougé, faut-il la déranger ?» J'ai dit, « Laissez-la tranquille, c'est bon. » Et ainsi de suite, ça arrive. Une fois c'est arrivé, je me suis assis, il y a longtemps. Je pensais, c'était nouveau pour moi aussi à cette époque, je pensais que j'allais, vous savez, rester assis là 25-30 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une foule immense devant moi dans un village, des guirlandes autour de mon cou, ils essayaient tous de m'accaparer. Vous savez, en Inde, l'Inde étant ce qu'elle est. Et dès que j'ai ouvert les yeux, l'un pose des questions sur ses affaires, l'un veut savoir quand ses filles vont se marier, toutes sortes de choses. Alors je dis, d'où venez-vous tous, bande d'idiots? Ils ont dit, vous êtes assis ici depuis 13 jours et... Donc, que se passe-t-il dans le système? C'est ce que vous demandez. Voyez là, tout de suite, je parle. Si vous prenez mon pouls, il est aux alentours de 55, 58, dans ces eaux-là. Si je reste assis tranquillement, il va tomber en dessous de 40. Si je m'assois simplement et que je fais quelque chose sans interagir, sans parler, bouger, si je m'assois simplement, il va tomber en dessous de 40. Maintenant, ceci est à l'aise. Il ne va pas créer de friction inutile à l'intérieur. Donc, la quantité d'énergie qu'il consomme est très faible. Vous êtes tous étudiants en médecine, vous savez cela. 20% de l'énergie du corps est consommée par notre cerveau. Bien qu'il ne pèse que 700 grammes au plus. Donc, cette portion-ci du corps consomme 20% de l'énergie. Cette portion du corps n'en consomme que 80%. Si vous les comparez en poids, c'est 50 fois plus, beaucoup plus. Donc, vous devez comprendre que si vous maintenez votre mental d'une certaine façon, la quantité d'énergie supplémentaire dont vous disposez est énorme. Parce que vous ne consommez pas inutilement, il n'y a pas de gaspillage inutile d'énergie. Cela vaut pour tous les systèmes, qu'il s'agisse d'une voiture, d'une machine ou de n'importe quoi d'autre. Plus elle fonctionne sans friction, moins elle demandera d'énergie, n'est-ce pas? Tout ce qui a lieu avec beaucoup de friction consomme une énorme quantité d'énergie. Donc, physiologiquement, psychologiquement, énergétiquement, si vous faites fonctionner votre système sans friction, le métabolisme va chuter et vous allez fonctionner très efficacement. Parce que quand vous montez dans les tours, vous avez beaucoup de marge pour le faire. Quand vous voulez redescendre, c'est là. En ce moment, la marge qu'ont la plupart des gens est très très faible. Si vous les poussez dans l'activité, ils vont être complètement épuisés. S'ils n'ont rien à faire, ils vont paniquer. Vous n'avez rien à faire, vous paniquez, n'est-ce pas? Donc, dans cet état, ça ne va pas baisser. Maintenant, tout ce que vous consommez est plus élevé, simplement parce que
vous êtes à plus haut régime, c'est tout. On peut, en 3 jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va faire baisser votre métabolisme d'environ 24%. C'est la plus forte baisse que vous puissiez avoir dans des états conscients de méditation. Si le métabolisme descend au-delà de cette limite, vous n'aurez plus aucune conscience du corps. Si vous êtes assis ici, vous n'avez aucune sensation du corps. C'est comme ça qu'un yogi reste assis. Voyez, si vous vous asseyez ici, même si vous n'avez pas de montre, vos jambes, votre dos, vos fesses, tout compte le temps, n'est-ce pas? Allô? Vous n'avez pas besoin de montre. Si vous restez assis là 3 heures, vous savez que vous devez vous lever. Le corps le sait. Donc, quelqu'un reste assis pendant des heures ou des jours parce qu'il n'a pas de sensation du corps. L'absence de sensation du corps n'est pas seulement due à la baisse du métabolisme, c'est aussi l'intensité de votre énergie qui n'est pas une énergie biologique. Une autre dimension de l'énergie est pleinement intense. Une fois qu'elle imprègne tout le corps, vous n'avez aucune sensation du corps. Si je participe à un programme 10 heures, 12 heures, je suis le seul à boire de l'eau en continu, mais je suis le seul à ne pas aller aux toilettes. Je suis le seul qui ne va pas faire de pause. Toutes les 2 heures, ils font une pause et reviennent. Simplement parce que votre degré d'identification à votre processus physiologique détermine ces choses pour commencer. Mais il y a aussi la sadhana, il y a aussi un certain travail à faire avec votre système. Donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce niveau de sadhana, mais tout le monde doit faire une certaine sadhana. Quelque chose afin que ce que vous souhaitez faire, vous puissiez le faire efficacement. Quoi que vous vouliez faire dans votre vie, vous devez être capable de le faire aussi bien que vous le pouvez. Ce que vous faites n'est pas mon problème, mais quoi que vous fassiez, vous devez le faire bien, n'est-ce pas? Allô? Vous devez le faire bien. C'est très important pour un être humain de le faire bien. Donc pour ça, il est très important que votre propre corps et votre propre mental ne soient pas un obstacle, que votre propre corps et votre propre mental ne vous fassent pas trébucher tout le temps. Ils doivent être des plateformes sur lesquelles vous tenez. En ce moment, les gens ont sombré en elles. Voyez, ceci est une plateforme, elle est bien. Supposez qu'elle vous laisse sombrer en elle, ce n'est pas un bon endroit pour vous asseoir et parler, n'est-ce pas? Elle nous maintient en hauteur, donc elle est bien. Votre corps, votre mental doivent vous maintenir en l'air en permanence. Si cela a lieu, votre dépendance vis-à-vis de l'extérieur va diminuer. Et de plus, l'eau n'est pas toujours consommée par la bouche. Le corps consomme de l'eau de très nombreuses façons. Si vous activez le système d'une certaine manière, il consomme de l'énergie. Voyez, en ce moment, vous mangez de la nourriture, buvez de l'eau, respirez de l'air, tout ça pourquoi? Pour générer de l'énergie. Mais la science vous a clairement prouvé qu'il y a assez d'énergie partout. Donc si vous êtes capable d'absorber l'énergie telle qu'elle est, si vous êtes capable de vous en imprégner, comment cela est-il possible? C'est ce que le mot yoga veut dire. Le mot yoga veut dire que vous commencez à effacer les limites de votre individualité. Là maintenant, ceci est moi, cela est vous, c'est 100% clair, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous pensez que ce corps-ci est moi, ce corps-là est vous? C'est une limite claire. Il y a une limite claire entre mon corps et ton corps. Il y a aussi en grande partie une limite entre mon mental et ton mental. Ici et là, on peut se recouper un peu. Mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. Avez-vous déjà soufflé des bulles de savon? Ou vous étiez un garçon sérieux même à l'école, non? Avez-vous soufflé des bulles de savon? Disons qu'on est assis ici à souffler des bulles de savon. Tu as fait une grosse bulle comme ça, j'ai fait une bulle grosse comme ça. Maintenant je dis, ceci est ma bulle, cette petite-là est à toi, celle-ci est ma bulle. Poup, disparu. Maintenant, je ne dis pas, ceci est mon air, cela est ton air. La vie est pareille. Ceci est un cosmos vivant. Vous en avez capturé un peu, j'en ai capturé un peu.
Combien vous en capturez va déterminer l'ampleur et la qualité de votre existence. Je veux que vous compreniez ceci clairement. La quantité de vie que vous avez capturée va déterminer ceci. Vous pouvez avoir un gros cerveau, un énorme intellect, beaucoup de connaissances, mais vous ne vivrez tout de même pas une vie significative. Ce n'est que si vous capturez beaucoup de vie, si vous êtes une grosse bulle, qu'alors elle est significative. Si vous avez un grand corps, d'autres vont peut-être vous regarder et dire « il est très grand », mais en vous-même, ce ne sera pas votre expérience. Si vous avez un gros cerveau, les gens pensent « oh, il est très intelligent », mais en vous-même, vous n'aurez pas une vie significative. Il n'y a que si vous capturez une énorme quantité de vie en vous, qu'alors, en étant assis ici, rien qu'en étant assis ici, c'est fantastique aussi. Quand c'est comme ça, que vous ouvriez les yeux, fermiez les yeux, que vous fassiez quelque chose, ne fassiez rien, cela ne fait pas vraiment de différence pour vous. Alors seulement, vous allez vivre dans le monde sans être biaisé par votre intérêt, parce que ce que vous faites et ne faites pas, ce qui vous arrive et ne vous arrive pas, ne détermine pas la qualité de votre vie. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment vous faire confiance, n'est-ce pas? Autrement, on ne sait pas pourquoi vous faites l'opération. Des questions sont apparues, n'est-ce pas? Je peux vous raconter une blague? Un homme va se faire opérer, il a besoin d'être opéré, donc il va chez le médecin. Le médecin dit, c'est aux États-Unis, donc le médecin dit, ça va vous coûter 36 000 $. Alors il dit, docteur, je ne peux pas payer ça, je n'ai pas d'assurance. Alors le médecin lui dit, ne vous en faites pas, payez 3 000 par mois. Le patient dit, mais cela ressemble à l'achat d'une voiture, vous savez, à un paiement en plusieurs fois pour acheter une voiture. Le médecin sourit et dit, oui, je suis en train d'acheter une voiture. Qu'est-ce qui peut être partout? Je veux que vous regardiez ceci. Pensez à une chose qui peut être partout. L'espace, la nature. La nature? C'est quoi pour vous la nature? L'espace. Voyez, l'énergie peut être ici, ne pas être là, n'est-ce pas? Non, non, non. Voyez. Il peut y avoir... Voyez, énergie veut dire que ça a une présence physique. Donc, il y a de l'énergie ici. Peut-être qu'il n'y a pas d'énergie là, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut être partout? L'amour, l'espace, les vibrations. La non-chose. La non-chose est la seule chose qui puisse être partout, n'est-ce pas? Ça ne vous plaît pas? Maintenant, vous volez là-haut. Vous volez dans l'atmosphère, donc il y a quelque chose. Imaginons que votre avion décolle et dépasse cet espace atmosphérique. Qu'y a-t-il à cet endroit? Que de la non-chose, n'est-ce pas? Si vous regardez le ciel la nuit, que voyez-vous? Des étoiles. Des étoiles. Mais je veux que vous le compreniez. Les étoiles ne sont que de minuscules grains là-bas. La plus grande masse est juste un vaste vide. N'est-ce pas? C'est dans le giron de cette non-chose qu'un petit quelque chose a eu lieu. Vos planètes, étoiles, galaxies sont simplement de petits événements dans le vaste vide de l'espace. Donc la non-chose est la seule chose qui puisse être partout. Donc si la non-chose est la seule chose qui peut être partout, aujourd'hui, la science moderne vous prouve sans aucun doute que tout vient du rien et retourne au rien. Savez-vous cela? Savez-vous que la science moderne vous prouve que votre théorie de la relativité, la théorie quantique et maintenant celle des cordes, elles sont toutes là pour vous prouver que tout vient du rien et retourne au rien. Toutes les étoiles de la galaxie, bien des fois, elles s'effondrent juste sur elles-mêmes et deviennent rien.
Certaines explosent et deviennent des supernovas. Mais beaucoup d'entre elles ne font que s'effondrer sur elles-mêmes et deviennent simplement rien. On appelle ça des trous noirs. Donc, tout vient du rien, retourne au rien. Ce que vous appelez la création n'est qu'un petit événement, un événement bref, peut-être quelques centaines de millions d'années. Mais quand même, dans l'immensité de l'espace, ce n'est qu'un bref petit événement. Vous pouvez penser que vous êtes très important, mais vous n'êtes qu'un bref événement, n'est-ce pas? Simplement, vous apparaissez comme ça, vous allez disparaître demain, n'est-ce pas? Cette planète aussi, elle est apparue comme ça, elle va disparaître demain. Mais l'immensité de l'espace est toujours là. C'est dans le giron de cet espace que tout a lieu. C'est dans le giron de la non-chose que quelque chose germe et meurt, germe et meurt. Donc tout vient du rien. Vous connaissez le mot Shiva. Le mot Shiva veut dire ce qui n'est pas. Le mot Shiva signifie littéralement ce qui n'est pas. Ce qui est, c'est la création. Ce qui n'est pas, c'est Shiva, ou le Créateur. Donc, ceci est la science ultime pour vous. Ils vous disent juste que tout vient du rien et retourne au rien. Parce que tout est censé venir de Shiva, et il est ce qui n'est pas. Il est la non-chose, ou en d'autres termes, il est l'obscurité. L'espace, c'est juste l'obscurité totale, n'est-ce pas? Oui, expérientiellement. Les sources de lumière sont toujours limitées. Si vous voyez de la lumière, ça veut dire que quelque chose brûle là-bas. Ça ne sera pas pour toujours, ça va se consumer au bout d'un moment. Touchez et sentez, quelque chose brûle ici. Oui? De façon modérée peut-être, mais quelque chose brûle. Et vous ne pouvez pas maintenir la combustion pour toujours. Vous ne pouvez maintenir aucune combustion pour toujours, ça va se consumer au bout d'un moment. Même la plus grande source de lumière que vous connaissiez, c'est le soleil, même lui se consume. Un jour, il aura disparu. Oui ou non? Une si grande source de lumière. Rien qu'avec ma main, je peux arrêter la lumière et former une grande zone d'obscurité, n'est-ce pas? Mais l'obscurité, pouvez-vous l'arrêter où que ce soit? Elle est partout, en toute chose. Donc, vos religions vous ont dit, Dieu est partout. Ça veut dire qu'elles vous disent que Dieu est obscurité. Mais vous avez toujours cru à la lumière divine, jamais à l'obscurité divine. En yoga, pour les débutants en yoga, on leur dit toujours « Dieu est lumière ». Quand les gens vont plus loin dans le yoga, on leur dit « Dieu est obscurité ». Vous nous faites peur. Vous nous faites peur. Pourquoi? Vous avez peur de l'obscurité? Non. Voyez, obscurité veut dire qu'il n'y a rien. Rien ne peut pas vous faire de mal, seul quelque chose peut vous faire du mal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'obscurité est le Créateur. Oui. Pourquoi avez-vous peur de ce qui vous a créé? Parce que ce n'est rien. Oui, ce n'est rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, nous... Voyez, il y a quelque temps cette philosophie. Il y a quelque temps, la science moderne croyait que rien ne peut être vraiment créé ou détruit. On peut seulement transformer une chose en une autre. La matière ne peut être ni créée ni détruite. Mais plus maintenant. Dans le monde entier, les laboratoires de recherche en physique ont fait cela. Maintenant, ils peuvent détruire un proton ou un neutron sans libérer la moindre énergie, sans que ça ne devienne quoi que ce soit d'autre. Juste une destruction pure et simple. Un proton existant, vous pouvez le rendre inexistant. Et dans des états de vide où il n'y a rien, ils peuvent produire ce qu'on appelle des protons virtuels et des neutrons virtuels.
L'une des expériences a eu lieu dans les mines d'or de Kolar. Vous savez cela? Parce qu'ils voulaient une certaine profondeur et une certaine pression à l'intérieur de la Terre. Dans 5 endroits différents de la planète, ils ont mené une expérience très significative il y a environ 8 ou 9 ans. Un de ces lieux était les mines d'or de Kolar près de Bangalore. Et ils peuvent vraiment détruire des protons et des neutrons. Et ils peuvent créer des protons et des neutrons à partir de rien. Donc, toute cette idée selon laquelle, si quelque chose doit être là, quelque chose d'autre doit être derrière ça, ça ne tient plus. Tout vient du rien et retourne au rien. La non-chose crée quelque chose. La non-chose crée quelque chose. Peut créer quelque chose, pas nécessairement.